Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la partie 2 du chapitre quantité de mouvement pour la classe de terminale SV et SG, dans laquelle on va voir premièrement le théorème de la quantité de mouvement et deuxièmement, on va faire une application pour voir comment on peut appliquer ce théorème. Théorème de la quantité de mouvement. Donc, on a vu dans la partie 1 que la quantité de mouvement, c'est une grandeur vectorielle notée vecteur P et qui est donnée par la masse multipliée par le vecteur vitesse. Donc, vecteur P égale m fois vecteur vitesse. Dérivons cette équation ou bien cette expression par rapport au temps. Donc, on peut dire la dérivée de P par rapport au temps, c'est la dérivée de mv par rapport au temps. Donc, dp sur dt, dérivée de p par rapport au temps, c'est m fois dv sur dt. La masse, c'est une constante, donc on peut faire sortir la masse, et on aura dp sur dt égale m fois la dérivée de v par rapport au temps. Or, on sait que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est le vecteur accélération. Vecteur a égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, on obtient dp sur dt, dérivée de p par rapport au temps, égale m multiplié par le vecteur accélération. Et on sait que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération d'après la deuxième loi de Newton. Donc, sigma f extérieur égale m fois a. Si on remplace ma par la somme des forces extérieures, on obtient dp sur dt égale somme des forces extérieures. Donc on peut dire que la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps est égale à la somme des forces extérieures agissant sur le solide ou bien sur le système. C'est le théorème de la quantité de mouvement. L'énoncé du théorème, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d'un système matériel, c'est-à-dire dp sur dt, bien sûr dans un référentiel galiléen, est égale à la somme des forces ou bien à la somme de toutes les forces extérieures s'exerçant sur le système, c'est-à-dire sigma f extérieur. C'est le théorème de la quantité de mouvement ou bien c'est la deuxième loi de Newton généralisée. Deuxièmement, application. Un solide de masse m égale à 2 kg et de centre d'inertie g glisse suivant la ligne de la plus grande pente d'un plan incliné de alpha égale à 30 degrés sur l'horizontale comme le montre la figure. La force de frottement vecteur F agissant sur le solide est supposée constante et a pour module F égale à 7 newtons. Prendre G égale à 10 mètres par seconde au carré. On a trois questions. Question 1. Nommer les forces extérieures agissant sur le solide et les représenter sans échelle. Question 2. Appliquer le théorème de la quantité de mouvement au solide pour déterminer l'expression de sa quantité de mouvement en fonction du temps, sachant que le solide est lâché sans vitesse initiale. Et troisièmement, en déduire la vitesse de G à la date t1 égale à 5 secondes. Solution de l'application. Question 1. Nommer les forces extérieures agissant sur le solide et les représenter sans échelle. Donc, premièrement, on commence par définir le système qui est le solide. On travaille dans le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Et on nomme les forces agissant sur le solide. Donc, lors de son mouvement, lors de sa descente, le solide il est soumis à trois forces. Il y a son poids mg. Donc, pour ne pas confondre le poids et la quantité de mouvement, on va noter le poids m vecteur g, m fois vecteur g, car p égale m fois vecteur pesanteur. Donc, il y a premièrement le poids du solide, qui est une force verticale descendante. Il y a la réaction normale du support, vecteur n, qui est perpendiculaire au support et dirigée du support vers le solide. Et troisième force, c'est la force de frottement petit f, qui est bien sûr parallèle au mouvement et dans le sens opposé. Donc ça, c'est pour la question 1. Il faut seulement nommer les forces. Il y a le poids, la réaction normale et la force de frottement. Et on a représenté ces trois forces sur la figure sans échelle. Question 2. Appliquer le théorème de la quantité de mouvement au solide pour déterminer l'expression de sa quantité de mouvement en fonction du temps, sachant que le solide est lâché sans vitesse initiale. Donc ici, c'est clair, il faut appliquer le théorème de la quantité de mouvement afin de trouver l'expression de la quantité de mouvement.
Donc, d'après le théorème de la quantité de mouvement, on vient de voir que la dérivée de la quantité de mouvement, dp sur dt, est égale à la somme des forces extérieures agissant sur le solide. Donc, dp sur dt égale mg plus n plus f. On a vu dans la question 1 qu'il y a 3 forces agissant sur le solide. Maintenant, il faut projeter sur un axe qui est parallèle au mouvement et dans le même sens. On projette toujours sur un axe parallèle au mouvement et dans le même sens, c'est-à-dire sur l'axe x'(x). Donc, par projection sur un axe x'(x) parallèle au mouvement et dirigé dans le même sens, ça c'est l'axe x'(x). Donc ça c'est le vecteur mg, c'est le vecteur poids. On projette le poids sur l'axe des x, on mène la perpendiculaire de mg sur l'axe x'(x). Ça c'est alpha et ça c'est le vecteur px, c'est la projection de mg sur l'axe des x. Donc ce vecteur, il est donné par plus mg sinus alpha. C'est la composante de mg sur l'axe des x, car ce vecteur, il est dans le même sens que l'axe, il est dans le sens positif, le corps descend et il est opposé à alpha. Donc c'est pour cela que c'est mg sinus alpha. Donc on remplace mg par mg sinus alpha, qui est la composante de mg suivant l'axe x'(x), plus le vecteur n, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à x'(x), donc sa projection est nulle, plus 0. Et le vecteur f, qui est parallèle à x'(x) et dans le sens opposé, sa projection c'est moins f, moins car f est dans le sens opposé à l'axe. Donc on trouve dp sur dt est égal à mg sinus alpha moins f. Si on fait l'application numérique, on remplace m par 2, g par 10 et alpha par 30. Donc on aura 2 fois 10 fois sinus 30 moins 7 qui est f. Et on trouve dp sur dt égale à 3 newtons. Donc on remarque que la dérivée de la quantité de mouvement ici est égale à une constante, est égale à 3. Dans la question, il faut trouver la quantité de mouvement, l'expression de la quantité de mouvement, pas la dérivée. Donc pour passer de dp sur dt à p, on fait la primitive, car il faut trouver la quantité de mouvement. Donc par primitive, on peut dire que p égale la primitive de 3, c'est 3t plus une constante. La constante, c'est quoi? La constante, c'est la quantité de mouvement à t0 égale à 0. Or, à t0 égale à 0, v0 égale à 0. Car ils ont dit que le solide est lâché sans vitesse initiale. Donc v0 égale à 0. Alors, p0 qui est m fois v0, donc c'est 0 aussi. Donc on remplace dans l'expression de p, p0 par 0. Et on va trouver que p égale à 3t plus 0. Et finalement, p égale à 3t. Petit p, c'est la quantité de mouvement à la date t, et t, c'est la date en secondes. Donc dans le SI, petit p s'exprime en kilogrammes mètres par seconde. C'est la quantité de mouvement de G, ou bien du solide, et t, c'est le temps en secondes. Question 3, on déduire la vitesse de G à la date t1 égale à 5 secondes. Donc dans la question 2, on a trouvé l'expression de la quantité de mouvement qui est P égale à 3 fois T. Et on sait que P égale à M fois V. Donc si on égalise P et P, on trouve que MV est égal à 3T, alors V égale à 3T sur M. T c'est le temps en secondes et M c'est la masse en kilogrammes, bien sûr les unités dans le SI. Donc pour trouver la vitesse du solide à la date T1 égale à 5 secondes, il suffit de remplacer T par 5 et la masse par sa valeur. Donc à T1 égale à 5 secondes, on peut dire que V égale à 3 fois 5 sur 2 qui est la masse. Et on trouve 7,5 mètres par seconde qui est la vitesse de G à la date T1 égale à 5 secondes. Merci pour votre écoute.